l'histoire. Je vais vous demander peut-être de vous asseoir et de respecter un certain silence parce que sinon c'est très compliqué de se parler et de dialoguer. Évidemment, après le moment d'émotion qu'on a vécu avec Frédéric Ferrer et Youssou N'Dour, je comprends que les cœurs soient en émoi, mais on va passer à un autre moment fort de ces universités d'été du MEDEF, dédié à la jeunesse, avec un thème de table ronde qui, moi, me tient beaucoup à cœur. Et ce thème, c'est quand les jeunes changent le monde. Alors, nous avons réuni ici sur cette scène un certain nombre de ces jeunes, et puis de gens qui sont plus dans la carrière déjà, mais qui ont vécu des jeunesses à la fois compliquées et à la fois fortes, et qui les ont amenés là où ils sont. Donc en partant de la gauche, je voudrais que vous accueilliez Mouad Altrad, le président du groupe Altrad, qui a été nommé entrepreneur mondial de l'année. Mohamed Iber, qui est un très jeune violoniste, beaucoup de talent, 20 ans, repéré par Daniel Barenboim. Tout de suite à ma gauche, mon amie Mariam Salehi, la directrice déléguée du groupe Énergie. À ma droite, quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à la vie de l'entreprise, notamment au Maroc, Zaneb Lasrek. Je vous demande de l'applaudir également. Tion Nyang, il est jeune, mais il a déjà un passé important derrière lui. Alors, ce sera le seul à s'exprimer en anglais. But, you know, I'm definitely capable of speaking English, but I know you can understand French. Donc, je poserai mes questions en français, mais pour ceux qui voudront, et j'en suis sûr, vous serez les plus nombreux à écouter ces réponses en anglais, vous avez des headsets de traduction. On parlera notamment avec Tion tout à l'heure de ce regard qu'il peut avoir, et on en a parlé ensemble. Est-ce que c'est plus facile d'être jeune, de réussir dans le business en France ou aux États-Unis, puisque Tion a cette belle expérience et il avait notamment monté le comité 44 pour Barack Obama, qui soutenait les moins de 44 ans, qui soutenait Barack Obama dans sa candidature. Et puis à sa droite, quelqu'un qu'il connaît bien aussi, qui est Moussa Camara, qui lui... Voilà, il est célèbre, il est connu, il a mis en place Agir pour réussir. C'est une association qui, pour l'instant, fait beaucoup de choses à Cergy, en région parisienne, mais qui, notamment, grâce au lien, et on le verra tout à l'heure, qu'il a avec Tion Nyang, essaie d'élargir le concept. Et là, on passe du repérage de jeunes qu'on peut former à peut-être des choses beaucoup plus importantes, peut-être aux États-Unis, on le verra avec... Tion tout à l'heure, où Tion s'occupe de l'incubation aussi de projets qui peuvent intéresser le business. Alors j'aimerais commencer cette table ronde, si vous en êtes d'accord les uns et les autres, avec un homme que j'ai découvert, et grâce à Pierre Gattaz, je l'ai retrouvé aujourd'hui, que j'ai découvert il y a 15 ans. J'étais plus jeune journaliste. Il sortait un livre incroyable aux éditions Actes Sud, si je me souviens bien, qui s'appelle Badawi, qui veut dire bédouin, jeune homme, dans le désert. Et c'était le tout début de l'aventure, en tout cas pour nous les médias, de Mohamed Altrad, qui a bâti, vous le savez, l'un des plus grands groupes d'échafaudage en Europe. Et j'ai découvert un personnage incroyable. Et ce qui me fascinait chez Mohamed Altrad, et je lui dis maintenant, 15 ans après, c'était le décalage qu'il y avait entre son humilité, sa modestie, et là d'où il venait, et son parcours tout à fait singulier. Tout a commencé pour moi en vous découvrant, moi, et je suis content de vous retrouver ce soir, par la lecture de ce livre, Badawi, parce que votre enfance, vous en avez beaucoup parlé grâce notamment à ce prix qui a couronné votre carrière de meilleur entrepreneur mondial de l'année, mais votre enfance n'a pas été un chemin de roses, alors que la Syrie, pays d'où vous venez, était un pays qui, pardonnez-moi cette expression, était encore entier. Bonjour à tout le monde. Je suis ravi d'être invité par le président Gattaz. Je suis ravi de m'adresser à vous tous aujourd'hui. En effet, moi aussi, je suis ravi de vous retrouver 15 ans après ou 12 ans après, quelque chose, en tout cas, il y a pas mal d'années.
Alors, on parle de jeunesse, je ne suis pas tout jeune non plus, hein, mais je considère que j'ai beaucoup d'avenir, en tout cas devant moi. Mon entreprise a beaucoup d'avenir. Alors, pour aller dans le sens de votre question, mais c'est vrai que ce qui frappe, lorsqu'on regarde l'histoire parcourue, le chemin parcouru toutes ces années-là, c'est ce décalage entre cette vie primitive qui ressemblait à la vie d'Abraham. Donc, voilà, Abraham était dans des conditions où il y avait du sable, beaucoup de sable, il y avait un peu d'eau et éventuellement il y avait un peu de nourriture. C'est comme ça. Mais dans le désert syrien, dans la période où je vivais, où je suis né, eh bien, peut-être même aujourd'hui, avec les conditions qui ont été mentionnées, ce pays qui n'existe plus réellement, qui est morcelé, c'est un pays dans lequel aujourd'hui s'exerce la haine et l'intolérance, et l'extrémisme et la violence. Donc effectivement, ce décalage extrême qui existe, je suis devant vous, avec vous, et lorsque je regarde mes conditions de départ, c'est vrai qu'il y a un décalage. Alors pour votre information, vous le savez probablement parce que l'histoire est connue aujourd'hui, lorsqu'on est né dans ces conditions comme ça, on ne connaît pas sa date de naissance. Donc je vous laisse deviner mon âge, juste l'année. Je ne connais pas le jour ni le mois, donc on a été obligé avec mes enfants de faire un tirage au sort et puis on a choisi une date et puis on fête l'anniversaire à ce moment-là. Donc c'est vrai, lorsqu'on me demande quel est mon âge, mais je dis j'ai 3000 ans. Vous avez vu, je ne vous ai même pas posé la question, Moad. J'ai 3000 ans. 3000 ans parce qu'a priori, je suis né en même temps qu'Abraham. Mais Moad, sur votre parcours personnel, le thème qui nous réunit ce soir, c'est quand la jeunesse change le monde. Lorsque vous avez obtenu des facilités financières pour étudier le français, pour tenter votre chance, est-ce que vous pensiez que vous alliez sans doute changer votre propre vie, mais que votre parcours pourrait éclairer d'autres générations? Autrement dit, est-ce que cette table ronde-là qu'on tient ce soir, elle aurait pu se tenir il y a 3000 ans, puisque c'est votre âge? Vous savez, c'est un sujet que je ne connais pas réellement, mais ce que je voulais vous dire, si vous voulez, peut-être on peut s'inspirer de mon propre histoire. C'est une histoire singulière, c'est une histoire particulière, elle n'est peut-être pas universelle. Dans mes conditions de départ d'enfance, mais j'avais rien. J'avais rien. Il y avait des jours où on se lève le matin, on ne sait pas ce qu'on va manger, ni le jour d'après, ni le jour d'après. Avec la détermination, j'avais cette volonté d'arriver, de créer quelque chose pratiquement dès ma naissance, parce que ces conditions un peu laborieuses, un peu difficiles, vous incitent à vous accrocher à ce qui est à la vie, à quelque chose. Alors la jeunesse aujourd'hui a plus d'atouts, a plus de moyens. On est dans un pays qui nous offre beaucoup de facilités. On ne meurt pas de faim, on est en sécurité, on peut entreprendre. Peut-être que ce n'est pas facile tous les jours, mais il est possible de créer avec les moyens qu'on a. Alors, mon histoire personnelle, je fais le parallèle avec la jeunesse d'aujourd'hui, eh bien, j'avais rien. Donc, j'ai dû me battre pour exister, j'ai dû me battre pour aller à l'école, parce que ma grand-mère ne voulait pas aller à l'école, d'après elle, à l'époque, et elle avait sûrement raison. Un berger n'a pas d'aller à l'école, aller devant un tableau noir, ça n'a aucun sens. Mais elle ne voyait pas autre avenir que celui-là pour moi. C'est devenir berger, c'est tout tracé. Mais j'avais refusé cette fatalité, je n'en voulais pas, je n'en voulais pas. Notre jeunesse aujourd'hui, qui est au chômage, mon livre, Badawi, que vous avez mentionné, a été sélectionné par l'Éducation nationale. Oui, vous passez beaucoup de temps dans les collèges, voilà, tout au long de l'année, et vous allez souvent dans des classes où les élèves d'origine étrangères sont majoritaires. Moi, la question que j'ai envie de vous poser sans tabou, Moad, puisqu'on se connaît longtemps maintenant, quand les jeunes défavorisés de nos quartiers, souvent d'origine étrangère, entendent vos propos et parfois vous secouez le cocotier, vous dites des gens qui viennent de l'extérieur ont des droits dans un pays comme la France, qui a mis en avant la liberté, l'égalité et la fraternité,
mais ils ont aussi des devoirs. Est-ce que vous êtes sifflé ou applaudi? Je pense, si vous voulez, vous faites bien de le dire, je vais, spécialement d'après mon contrat avec l'Éducation nationale, aller dans 20 classes par an. Je choisis spécifiquement les classes qui sont défavorisées. Et très souvent, je me trouve devant une classe où vous avez 25 élèves, tous étrangers ou d'origine étrangère. En tout cas, les parents sont étrangers. Donc le sentiment qui est évoqué par ces élèves, par ces gamins, ces jeunes filles également, eh bien, c'est que la France ne fait rien pour eux. La France, quelque part, est raciste, la France est xénophobe. La France est habitée de sentiments qui ne sont pas nobles à l'égard de ces personnes-là, de leurs parents. Souvent, vous avez aussi la troisième génération, la première, la seconde et la troisième génération. Vous avez les trois générations qui vivent dans la même maison. Mais ce que je leur dis, c'est tout à fait pas exact. C'est tout à fait pas exact. Regardez, quelqu'un comme moi, et je ne suis pas le seul, qui vient de Syrie, s'il avait été élevé, grandi dans ce pays qui s'appelle la Syrie, eh bien, il n'aurait pas fait ce que je fais aujourd'hui en France. Donc la France m'a accueilli. La France accueille des millions de personnes, leur donne la paix, la sécurité. Personne ne meurt de faim en France. Donc la France est un pays d'accueil. Si vous regardez l'immigration ne serait-ce qu'arabe, et vous prenez la première, deuxième et troisième génération, ben vous avez peut-être 20 millions d'immigrés de la sorte. Et je dis, c'est peut-être 30% de la population française, donc c'est quand même quelque chose. Ce qui me choque, si vous voulez, et là je me permets à le dire à mes collègues, chefs d'entreprise, mes confrères, peut-être au président Pierre Gattaz, c'est qu'il faudrait qu'on soit clair sur ce sujet-là. L'immigré, comme le français, comme on dit, du pur souche, ben, il a des droits, mais il a aussi des obligations. Mais je n'ai jamais entendu quelqu'un, ni homme politique, ni chef d'entreprise, parler comme ça. Mais par exemple, vous avez été reçu par François Hollande à l'Élysée suite à votre prix de l'entrepreneur mondial de l'année. Est-ce que c'est un discours que vous avez tenu au chef de l'État et est-ce qu'il l'a entendu? C'est tout à fait un des sujets, vous savez, que j'avais à évoquer avec lui. Donc j'étais ravi d'être honoré aussi, d'être reçu par le président Hollande. J'ai évoqué un certain nombre de sujets et c'est celui-là que je l'ai évoqué. Mais le discours, donc il m'a dit qu'il a reçu mon message, je ne vais pas le répéter parce que c'est celui que je viens de dire. Évidemment, je l'ai dit avec l'égard qui s'impose, avec le respect de la fonction et de l'homme qui était en face de moi. Ben, il m'a dit qu'il était d'accord, il a capté mon message. Mais va-t-il le relayer, justement, l'exploiter, ce message-là, que je considère nécessaire aujourd'hui pour arrêter les choses qui ne sont pas belles qui se passent dans notre pays? Le dernier témoignage, donc, c'est lui du Thalys qui s'est produit il y a quelques jours. Donc il faudrait qu'on dise à l'émigré, pourquoi pas à moi-même, eh bien il a des droits, mais aussi il a des obligations. Il est citoyen de cette nation, il a le passeport français, mais dans toute nation, si elle veut être grande, si elle veut être grande, eh bien il faudrait qu'il y ait des valeurs. Les valeurs, c'est quoi une valeur? C'est ce qu'une personne est digne d'intérêt ou d'estime. Ce que fait une personne qui serait digne d'intérêt et digne d'estime. Parmi les valeurs d'une nation, par exemple, c'est la solidarité. Mais la solidarité, on doit être solidaire entre nous en tant que peuple, en tant que nation, et sans la solidarité qui implique un avenir commun, parce qu'il y a un intérêt commun, eh bien, cette solidarité est importante pour nous. Et ce mot de solidarité, d'autres encore mots qu'on pourra évoquer moi, ici. Avant qu'on parle aussi d'Altrad et que je demande à nos autres invités peut-être de vous poser une question sur votre parcours, est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui la France, je le disais tout à l'heure, et Youssou N'Dour le constatait aussi, qui a élevé au rang de grands qualificatifs les mots liberté, égalité, fraternité, est-ce que ces mots aujourd'hui qui cimentaient la République française
Est-ce qu'aujourd'hui, il cimente toujours de la même manière? Je ne crois pas, elle ne cimente rien du tout. On est une nation qui avait un passé glorieux, était une grande nation. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que la France est une grande nation, mais tout simplement parce que ces termes fondatrices, ces termes universels qui s'appliquent à tout le monde, à tout être humain, qui sont la liberté, la fraternité et l'égalité. Moi, j'entends aucun homme politique qui évoque ces mots-là. De ces mots-là découle ce que je disais tout à l'heure, la solidarité. Mais c'est aussi la générosité. Aujourd'hui, j'entends dans la presse, je lis aussi, chaque type sociologique, que ce soit les infirmiers, que ce soit les agriculteurs, que ce soit toutes sortes de professions. Je ne suis pas en train de critiquer, je n'ai pas la solution non plus à ceci, mais je dis tous demandent plus, plus, plus. Mais ce plus, on sait bien qu'il vient de nulle part, il n'existe pas. Mais on est tous dans une logique d'optimisation de nos intérêts particuliers. Mais je dis qu'il faudra qu'ensemble, on puisse écrire le roman de la nation française qui va se produire, la fiction de cette nation, mais qui a été grande, mais qu'elle peut le devenir. Mais en tout cas, si on n'entame pas des initiatives de la sorte, qui seraient justement des dates qu'on peut choisir, et des dates de début de quelque chose qui nous tirait vers le haut, plutôt qu'il nous tire vers le bas, peut-être on va être agrandi. Alors, on va être grand. Ceci, d'après moi, peut commencer dans l'entreprise. Où est la richesse? La richesse est créée dans les entreprises en France. Bien sûr, elle est créée dans le secteur de la fonction publique également, mais c'est plutôt un secteur qui est consommateur de moyens. Mais la richesse peut se créer dans les entreprises. Ces slogans universels que je viens de mentionner, on peut les avoir dans les entreprises. Un mot peut-être, Moine, du groupe Altrad lui-même. Aujourd'hui, c'est combien de personnes? Et puis, question, il y a le holding du groupe Altrad, c'est quoi? C'est une trentaine de personnes. Est-ce que vous donnez le pouvoir aux jeunes? Ou bien est-ce que vous attendez un peu plus tard, concrètement? Altrad, aujourd'hui, c'est 170 filiales dans le monde. Il n'y a que 20% en France. C'est 17 000 personnes ce sont 17 000 personnes qui sont employées directement. C'est un groupe qui existe depuis 30 ans, 85-2015, c'est 30 ans. C'est un groupe qui a connu une croissance moyenne sur 30 ans à 2 chiffres. C'est un groupe qui a toujours gagné de l'argent, n'a jamais perdu. Et les jeunes dans tout ça? Les jeunes, ils ont une place privilégiée chez Altrad. Dans la société holding, comme vous le dites, j'ai autour de moi une trentaine de personnes. Il y a très peu de ces 30 personnes qui sont autant de bras droits qu'il y a plus de 40 ans. Il y a très peu. Et la majorité, je le dis pour les femmes qui sont présentes, c'est à 80% de ces 30 personnes, 25-30 personnes qui sont des femmes. Moins de 30 ans, donc on accepte d'intégrer la jeunesse. On accepte que la jeunesse fasse des erreurs, mais on est là, en tant que patron, de soutenir cette jeunesse, de la former, d'être solidaire, d'être généreux avec cette jeunesse. Et je demande à tous mes confrères chefs d'entreprise de faire de la même chose, chacun, bien entendu, selon ses moyens, selon sa capacité et selon aussi le temps qu'il peut consacrer à la chose. Je termine aussi, je suis à titre personnel, je ne suis pas là pour donner des leçons à quiconque, je suis là pour dire ce que je pense, ce que j'ai fait dans mon entreprise. Certes, c'est une expérience singulière et unique, elle n'est peut-être pas applicable à toutes les entreprises, mais je dis, revenons aux fondamentaux, qui sont ces principes de solidarité, de convivialité, d'entraide, mais c'est aussi de générosité pour aller vers l'autre. L'autre peut être souvent en difficulté, mais parfois il suffit tout simplement de faire un geste pour que les choses s'arrangent. Vous avez noté, Mourad, mais Thion et Camara écoutaient, et M. Moussa Camara écoutaient avec beaucoup d'intention. Est-ce que c'est un jeune
que vous auriez repéré en France ou aux États-Unis et à qui vous auriez fait confiance si vous aviez vu le jeune Badawi arriver de Syrie en disant j'ai un projet pour faire de l'échafaudage à un niveau européen et mondial? Of course, I think he's first of all young by heart, and what he is able to do in France has helped inspire the world. And thank you for your hard work and for setting the tone to show us that from nothing you can come out to be something, that against the odds there's possibilities. You've helped rewrite the story of the young immigrant who most of the time we've looked at as the burden. You've helped create that story here in France, but I thought the echo has been so big that President Obama and the likes across the world have recognized your work. Help me congratulate the good work that he's done for this country. Thank you very much for what you've done. Thank you. Well, I think coming to the subject, each generation, each time, it's called to answer the most pressing questions. And once again, this generation, our generation, it's called to answer a lot of questions that we face, and some of these questions will set the tone for the next generations to come. In those questions that we face today, we heard people talked about here religious extremism. We've heard about the environment issues that we see across the world. What are we going to do this generation to make sure that we live it better than the way we found it for our children? But there's also some very important points that were so close to my heart. And it was a part of those questions that I had to answer myself. Racial disparities, but also we talk about inequalities economically, the disparities that we have, not only here in France, but also in the United States. This is the reason why this day is very special to me, because 2 years ago, I was invited in this very same panel. And I was the only minority in the panel. And when I looked around the crowd, I saw probably 1 or 2 minorities. And the theme of my speech at that time was to call for entrepreneurs such as the many that are here today, who determines the future of France's economy, to make room for young people like Moussa Camara in here. And Alors, today, on I'm va just going to finish reparler. that point. Okay. And today, when I come here to see these many young people from all over France, like him, to not only participate, but taking a lead role, I can't help but thank the hard work of the MEDEF to help to make this possible, to give the chance of these young people of France. Thanks a lot for this first speech. Je voudrais qu'on raccompagne Mouad Altrad, qui va nous quitter, qui était un peu notre témoin d'honneur pour lancer cette table ronde autour de la jeunesse qui change le monde. Mouad, je voudrais vraiment vous remercier et vous dire que j'espère qu'on se reverra avant 15 ans. Merci, merci à vous. Merci beaucoup, Mouad. Merci beaucoup, Mouad Altrad. Mohamed Iber, vous écoutiez avec beaucoup d'attention. Parfois, sur votre visage, je lisais un peu de gravité. Alors, c'était peut-être le mélomane. Et puis, parfois, vous aviez un certain sourire. Est-ce que ce type de parcours, qui n'est pas du tout le vôtre, on va voir comment vous, depuis la ville de Pantin, vous avez appris la musique, comment votre frère vous a montré la voix, vous nous parlerez de votre instrument, et on vous écoutera à la fin de cette table ronde nous jouer un très joli morceau. Est-ce que ce type de parcours, pour vous, est exceptionnel, ou bien est-ce que la France, vous en êtes peut-être un exemple, offre la possibilité de suivre de manière forte et assurée des parcours exceptionnels? Non, c'est sûr que c'est un exemple pour tout le monde.
Après, comme il a dit, en Syrie, surtout à cette époque, il fallait, comment dire, il fallait se battre pour manger, pour vivre. Il a dit qu'il ne savait pas ce qu'il pouvait manger, ce qui allait se passer. Tandis qu'en France, on a la chance d'avoir tout autour de nous, toutes les conditions. Après, pour moi, évidemment, dans le monde de la musique, il y a il faut avoir beaucoup de moyens pour réussir. De base, ça n'arrive pas très souvent que... Alors j'aimerais que vous nous parliez de votre parcours. Je disais tout à l'heure en vous présentant que vous aviez été auditionné par un des plus grands chefs mondiaux, Daniel Barenboim. Comment est-ce qu'on décide de faire du violon? Vous habitez encore Pantin, je crois. Oui. Et comment est-ce qu'on se fait repérer par Daniel Barenboim? Et comment devient-on violoncelliste qui donne des concerts un peu partout maintenant dans le monde? Violoniste. Violoniste, pardon. Moi, c'est arrivé par chance, en fait. J'ai un grand frère qui a 2 ans et demi plus que moi. Et ma mère était très inquiète parce qu'il était très timide de base. Et du coup, elle l'a emmené chez le médecin et on y allait tous les 3 ensemble. Et le médecin a conseillé à ma mère qu'il faudrait que mon frère fasse du sport, du théâtre et de la musique. Et par chance, il y avait une place en violon au conservatoire de Pantin avec la méthode Suzuki. C'est une méthode japonaise où on n'apprend pas les notes, on n'apprend pas le solfège au début, qui était libre. Et mon frère a commencé et pendant une année, je suis allé à tous les cours de violon, j'ai tout suivi. Je m'asseyais, je regardais tous les cours, toutes les représentations. Et l'année suivante, par chance, une autre place s'est libérée et j'ai commencé et tout de suite ça a marché et j'avais beaucoup de facilité. Et puis j'ai commencé à faire des concerts du coup avec la méthode Suzuki et on m'a conseillé de me présenter au Conservatoire régional de Paris où j'ai été admis à l'âge de 9 ans et demi. Et par chance, vers l'âge de 15 ans, ma prof de piano, parce que je fais aussi du piano, m'a présenté un ami russe qui était très célèbre à l'époque dans l'Union soviétique et qui avait beaucoup de contacts. Et il m'a pris sous son aile, il m'a fait travailler, ça a été mon professeur. Et en 2010 ou 2011, Maestro Barenboim est venu à Paris pour faire des concerts. Et un des amis du violon solo de Berlin, du Philharmonique de Berlin, qui joue très souvent avec Barenboim, m'a écouté et m'a proposé de jouer pour ce violoniste. Et il m'a tout de suite adoré. Il m'a présenté immédiatement dans la même soirée à Daniel Barenboim, qui m'a demandé de venir jouer dans cet orchestre, le West Eastern Divan Orchestra, qui rassemble à la base des Palestiniens, des Israéliens, et puis qui s'est ouvert à tous les pays arabes. Et on joue, on fait des tournées partout dans le monde. Je crois qu'on peut applaudir Mohamed Hibert, qui tout à l'heure nous gratifiera d'un petit morceau de musique. Mariam Salehi, je voudrais qu'on parle ensemble. On est les plus proches, en tout cas, sur ces fauteuils, directrice déléguée du groupe Énergie. Ce que j'aimerais aussi, c'est que vous nous fassiez partager votre parcours. Alors, je sais que vous n'aimez pas parler de vous, que je vous ai promis de ne pas insister avec plus de 2 ou 3 questions. Mais moi, Daltrad, tout à l'heure, parlait de ses origines syriennes. Vous êtes d'origine iranienne. Vous êtes l'une des femmes les plus en vue des médias français. Comment est-ce qu'on fait lorsqu'on est une femme d'origine iranienne ou une iranienne femme pour s'imposer au fil du temps, convaincre? Est-ce que c'est plus dur que si vous étiez appelée Monique Terrasson? Merci beaucoup, Eric. En ce qui concerne mon parcours personnel, d'abord, moi, je voudrais rendre un hommage à la France et l'accueil que la France nous a réservé à moi, à ma famille et à tant d'autres. Très modestement, et il n'y a aucune espèce de, comment dirais-je, de perception hautaine dans cette phrase. Lorsque j'avais reçu une décoration de la République, j'avais intitulé mon discours « La réussite à la française ». Et cette réussite à la française
voulait simplement dire qu'à ceux qui n'ont plus d'espoir, à ceux qui n'ont plus rien, eh bien, la France ouvre ses bras et la France offre toutes les possibilités. Et que mon parcours est assez classique, c'est-à-dire que j'ai fait des études. Pour le coup, j'étais une étudiante assez sérieuse. Je suis devenue par la suite avocat. Et par la suite, les choses se sont faites avec des rencontres, avec des personnalités. Il se trouve que le groupe Énergie était un des clients du cabinet. Ils m'ont proposé d'intégrer. Et je dois aussi saluer peut-être l'esprit du fondateur, qui est toujours encore le président du groupe, Jean-Paul Baudecroux, qui, pour lui, a une conception très noble de ce que l'on appelle la méritocratie, c'est-à-dire que pour lui, il n'y a pas de barrière d'origine. Le sexe est sans incidence. Si on travaille beaucoup, si on sert les intérêts de l'entreprise, alors à ce moment-là, on peut parfaitement réussir. Et c'est vrai que contrairement à certaines de mes collègues, en tout cas je parle de l'univers des médias que l'on connaît très bien tous les deux, moi j'ai cette chance extraordinaire de ne pas avoir de boss sur la tête. Je n'ai jamais connu le plafond de verre et j'ai pu donc accéder progressivement aux plus hautes fonctions d'un groupe comme Énergie. Bon, vous voyez, je n'ai pas trop insisté sur votre parcours personnel, parce que je sais que vous n'aimez pas trop en parler, mais donc je vous remercie d'avoir fait cet effort pour nous aujourd'hui, Mariam. Parlons un peu du groupe Énergie maintenant. La jeunesse, vous connaissez. Alors j'ai envie de dire, ça pourrait presque être un slogan pour Énergie, peut-être pour Nostalgie aussi. Les jeunes changent le monde. Est-ce que vous êtes très proche de ces jeunes? Bon, Énergie, c'est un business, le groupe Énergie est un business, mais comment est-ce que vous appréhendez, par exemple, l'évolution des goûts musicaux de vos différents clients d'antenne, que sont ceux qui écoutent Énergie ou ceux qui écoutent Nostalgie, que j'ai bien connu aussi? Alors, quand on parle avec nos directeurs des programmes, ils vous disent on est obnubilé par notre public, c'est-à-dire qu'on est totalement obsédé par notre public, c'est-à-dire notre cœur de cible qui est en radio vraiment les plus jeunes. Énergie est la première radio de France sur les moins de 25 ans. Énergie 12, la télé, est la première et la deuxième télé de France sur les moins de 25 ans. Et c'est vrai que, pour reprendre ce que disait Youssoundour, aujourd'hui, on dispose d'un outil formidable puisque la jeunesse aujourd'hui est connectée. Et que les réseaux sociaux sont des vecteurs absolument formidables que l'on exploite en temps réel, en permanence, 24 heures sur 24, pour nous permettre d'être au plus proche des goûts de nos auditeurs, des attentes de nos téléspectateurs, des envies de nos internautes. Et c'est à la fois un travail extrêmement, j'allais dire, sérieux, scientifique, associé avec énormément de spontanéité et de réactivité, avec des gens qui maîtrisent remarquablement ces outils. Mohamed, par exemple, vous écoutez, vous avez le temps d'écouter des radios musicales qui vont vous faire écouter du rap ou d'autres chansons, ou bien vous êtes très France Culture, radio classique Je ne suis pas très radio, mais j'écoutais beaucoup avant Énergie. J'écoutais beaucoup de rap, R&B. J'étais très... On peut imaginer d'ailleurs un jour de composer du rap, alors peut-être pas sur un violon comme celui-ci, on en parlera tout à l'heure avant que vous ne jouiez, mais on peut imaginer ou pas de composer des pièces au violon Ah oui, c'est possible avec tous les genres musicaux. C'est possible, parfaitement possible. Alors j'aimerais qu'on parle un peu business aussi, Mariam, avec vous, et ça me permettra de faire la transition avec nos autres invités dans quelques instants. Il y a il y a même pas 10 ans, quand on regardait les sondages qui étaient faits auprès des jeunes et la perception qu'ils avaient de leur futur métier, une grande majorité, en tout cas moi j'en étais resté là, estimait qu'ils voulaient devenir fonctionnaires. Et là, il y a eu un renversement, me semble-t-il, toujours sur le même sondage qui, année après année, donne, puisqu'aujourd'hui, majoritairement, ces jeunes qu'on interroge, par rapport à leurs aînés qui ont maintenant vieilli, eux rêvent de créer leur entreprise. Mais tout à fait, et c'est vrai que et je pense que c'est important de rappeler des chiffres parce que ce sondage que vous évoquez, il avait été effectué à l'occasion du Salon des entrepreneurs en 1997 où les jeunes personnes qui avaient été interrogées avaient répondu que
ils voulaient créer, ils étaient 3% à vouloir créer leur entreprise et 80% qui voulaient devenir fonctionnaires. Et en février 2015, le sondage a été effectué de nouveau et maintenant ils sont plus de 30% à vouloir créer leur entreprise, ce qui est quelque chose de formidable. Et c'est peut-être aussi qu'aujourd'hui, cette jeunesse connectée, eh ben, elle est le résultat d'une jeunesse qui a créé des outils extraordinaires. Enfin, Mark Zuckerberg, Facebook, Spiegel qui a créé Snapchat, Dorsey qui a créé Twitter. Ce sont des jeunes, ils avaient 20 ans, ils avaient 30 ans, ils ont créé ces outils qui aujourd'hui permettent une économie connectée et numérique mondiale. Et je suis certaine qu'ils y sont, en toute hypothèse, pour quelque chose sur cette volonté et cette inversion des chiffres. Et moi, je me réjouis de voir qu'ils sont plus de 3% à vouloir créer leur entreprise, mais plus de 30%. Alors, merci beaucoup Mariam. Zaneb Shrek, je viens vers vous parce que vous êtes un peu l'illustration du propos tenu à l'instant par Mariam Salehi. Bah oui, vous, le business vous intéresse beaucoup. Vous êtes membre de l'association des femmes qui font du business. Est-ce qu'aujourd'hui, vous sentez le mouvement que l'on a noté dans ce sondage, c'est-à-dire des jeunes, et on en parlera bien sûr de nouveau avec Tion et Moussa, que je n'oublie pas, est-ce que vous sentez cette volonté de jeunes de monter eux-mêmes leur business, qu'ils habitent dans des quartiers faciles ou pas faciles? Vous avez une expérience à la fois belge, à la fois marocaine et à la fois française. Alors oui, tout à fait. Je pense qu'on est absolument dans la même tendance que celle que vient d'évoquer Madame Salehi, pour la simple raison que donc moi je viens de la région du Nord à Tanger, et l'université, il y a 2 universités dans 2 grandes villes dans la région du Nord. On fait tous les ans un sondage pour essayer un petit peu de tâter le terrain, de voir ce que les jeunes diplômés souhaitent faire de leur carrière. Mais en fait, ça fait 5 ans que ce sondage-là existe. Et on est passé à une progression fulgurante du nombre de personnes qui souhaitent aujourd'hui créer leur entreprise. Donc on est passé de 1 ou 2% la première année du sondage à aujourd'hui quasiment plus de 15% qui souhaitent devenir entrepreneurs, ce qui est tout à fait dans la même logique que celle qu'a évoquée Madame Salehi. Alors en ce qui concerne nous, les femmes chefs d'entreprise au Maroc, je vais faire le pont avec mon parcours, si vous le permettez. J'ai eu la chance d'arriver au Maroc à un moment où on favorisait justement l'entrepreneuriat, encore plus l'entrepreneuriat féminin. Et donc pour illustrer un petit peu ce chiffre-là d'à peu près 15 à 17% qui souhaitent devenir jeunes entrepreneurs, ben, il y a un formidable travail qui est fait sur le terrain pour justement stimuler cet esprit d'entrepreneuriat chez les jeunes. Donc nous avons plusieurs incubateurs, un incubateur typiquement féminin qui a réussi... Tout ça se fait dans le cadre de Med Business Partners ou c'est à côté? C'est-à-dire ce cabinet spécialisé dans l'accompagnement des entreprises au Maroc? Effectivement, mon cabinet spécialisé dans l'accompagnement stratégique et organisationnel des PME de la région, où là j'ai aussi la chance de travailler avec des jeunes patrons d'entreprise, avec une moyenne d'âge d'à peu près 40 ans. Donc oui, on est des jeunes qui accompagnent des jeunes. Mais cela se fait aussi dans le cadre d'un travail associatif et de bénévolat. Donc, je suis membre du Centre des jeunes dirigeants, qui est un mouvement mondial. On a à peu près 5000 jeunes dirigeants à travers le monde qui travaillent de manière active afin d'insuffler cet esprit d'entrepreneuriat au niveau des collèges, au niveau des lycées, pour justement faire comprendre aux jeunes d'aujourd'hui qu'être fonctionnaire, être salarié n'est peut-être plus la seule voie possible, mais que oui, il y a des success stories, il y a des gens comme M. Altrad, comme Mme Salehi qui peuvent effectivement illustrer cette envie de réussir via l'entrepreneuriat. Donc au Maroc, c'est d'autant plus vrai que l'État a mis en place toutes les conditions favorables, si on peut appeler ça comme ça, pour aider les jeunes entrepreneurs à faire émerger leurs idées. Aujourd'hui, on est accompagné, on est soutenu financièrement aussi, d'autant plus lorsqu'on est une femme. Donc ça va peut-être faire sourire, mais aujourd'hui, l'État propose des mesures incitatives supérieures lorsqu'on est femme chef d'entreprise accompagnée par une femme consultante. Donc oui, plus que jamais, l'entrepreneuriat est à l'honneur au Maroc, encore plus l'entrepreneuriat des jeunes. Donc venir avec une idée et vouloir la mettre sur le terrain ou la packager au niveau d'une entreprise, ce n'est plus quelque chose d'atypique au niveau du parcours d'un jeune Marocain. Quels sont les secteurs dans lesquels, au Maroc, il est le plus facile, lorsqu'on est un jeune chef d'entreprise, de se lancer et pour lesquels on obtient le plus facilement des financements bancaires?
Alors les financements bancaires, ça vous les aurez pour tous les secteurs. Par contre, je pense qu'en tant que jeunes, on sera tous plus attirés vers tout ce qui est nouvelles technologies, tout ce qui est communication. Et c'est un petit peu normal parce que les jeunes d'aujourd'hui, en fait, si vous voulez mon avis personnel, les jeunes d'aujourd'hui créent des entreprises parce qu'il y a un peu une rupture entre l'entreprise traditionnelle telle qu'on l'a connue il y a quelques années, avec un modèle hiérarchique vertical. Et donc, ils veulent aujourd'hui créer une entreprise qui leur ressemble plus. Donc, ils vont se lancer aussi dans des domaines qui leur ressemblent pour créer des entreprises qui leur ressemblent, des entreprises unicellulaires pour travailler en réseau avec des gens qui sont sur leur page Facebook ou alors qui sont liés à eux sur LinkedIn. Donc, être jeune entrepreneur marocain, travailler avec un autre qui est situé aux États-Unis ou en Asie. D'autres secteurs, comme celui du BTP par exemple, où vous trouverez des gens qui sont issus d'écoles d'ingénieurs qui n'ont a priori pas grand lien avec le monde de l'entrepreneuriat, mais qui vont quand même se lancer, puis qui vont essayer de trouver du soutien. On a beaucoup de mentoring aussi qui se fait. Ça, c'est très important parce que lorsque vous ne connaissez rien au business plan, lorsque vous ne savez pas comment faire votre étude de marché, vous avez toujours besoin de quelqu'un pour vous aider. Tout à l'heure, quelqu'un dans la salle avait évoqué le reverse mentoring. Et ben, ça tombe très bien parce qu'on peut se faire accompagner par des plus vieux qui, eux... Alors en même temps, ont les business plans, on peut toujours dire que les choses seront rentables dans 2 ans ou dans 3 ans. Et parfois, ça s'avère vrai, parfois, ça s'avère faux. Je ne vais pas casser votre job, mais c'est vrai, les business plans, on peut parfois leur faire dire ce qu'on a envie de leur faire dire. Vous êtes d'accord? Bien évidemment. Mais en tout cas, je pense que le travail du consultant, c'est de participer à la réussite de son client. C'est le plus important. On n'est pas là pour faire dire au business plan ce qu'on veut, mais plutôt de participer, justement, d'être là lorsque l'entrepreneur réussit. C'est notre plus grande fierté. Alors Zeynep, vous disiez tout à l'heure que c'était assez facile de trouver des financements lorsqu'on a des projets numériques ou digitaux. Il y a une spécificité, me semble-t-il, qui voit le jour au Maroc. Vous avez rejoint, alors vous allez me dire ce que c'est, le nouvel ordre digital. Parce que les entreprises marocaines qui sont souvent en position de leadership en Afrique sont en train de se faire challenger parce que peut-être elles n'ont pas pris suffisamment vite ou suffisamment rapidement ce virage digital. Est-ce que j'ai résumé les choses ? Oui, mais par contre, je vais corriger quelque chose. Je n'ai pas dit que c'était facile, je n'ai pas dit que c'était simple, mais qu'il est en tout cas plus... Les jeunes sont plus attirés par... Voilà, les jeunes sont plus attirés par l'entrepreneuriat. Alors oui, j'ai rejoint l'équipe du Nouvel Ordre Digital. En fait, nous sommes... Ça fait un peu peur, ça, non? Le Nouvel Ordre Digital, non? Non, pas du tout. C'est juste pour évoquer la tendance dans laquelle on est actuellement. On est tous ultra connectés, ultra branchés. On est devenu, ce que je disais tout à l'heure, une entreprise unicellulaire, mais on est capable de travailler avec une autre entreprise unicellulaire. Et ça, les entreprises marocaines ont du retard sur ce virage-là? Du retard, certes, oui, mais qui sont capables de rattraper, justement parce que nous sommes des jeunes, parce que nous sommes ultra connectés, parce que nous travaillons de la même manière que les autres jeunes à travers le monde, parce que nous consommons de la même manière, parce que nous avons les mêmes idées. C'est ça le plus important. Donc nous pouvons collaborer. Alors je vais revenir ensuite avec vous. Est-ce que vous connaissez Moussa Camara? Oui, c'est une vedette. À l'applaudimètre tout à l'heure, j'ai eu le plaisir de le voir. C'était le plus applaudi. Moussa, on ne vous a pas entendu encore. Quand on s'est téléphoné pour préparer ce plateau, moi j'ai été fasciné par 2 choses. Je ne connaissais pas votre visage, mais vous aviez un ton d'une sérénité qui m'a absolument estomaqué. Je me suis dit, ce type-là, il doit être grand, il doit regarder les gens dans les yeux. Et quand on s'est vu tout à l'heure, vous étiez grand, vous m'avez serré la main et vous m'avez regardé dans les yeux. Ouais. Donc je me suis dit, ce type-là, c'est une vedette. Aujourd'hui, ce que vous faites à Cergy a été remarqué par beaucoup, et notamment par le MEDEF, qui vous donne un coup de main. J'aimerais que vous nous expliquiez comment a commencé cette aventure d'association pour la réussite de ces jeunes, comment vous les repérez, comment vous les aidez, et très concrètement, quels sont les projets que vous avez fait aboutir. C'est beaucoup de questions, hein. Mais vous n'avez pas beaucoup parlé, c'est pour ça. Déjà, je suis heureux d'être ici ce soir. Je vous remercie de m'avoir donné la parole. La table ronde s'appelle « Quand les gens changent le monde ». Il y a un proverbe de Gandhi qui dit « Avant de vouloir changer le monde, commence par te changer toi-même ». Moi, c'est ce que j'essaie de m'appliquer au quotidien et c'est ça mon leitmotiv. Parce que je suis persuadé que le changement de notre planète passera déjà par un changement au niveau local. Ça, c'est important. De 2, aujourd'hui, je suis là, devant plus de 8000 personnes, 2000 personnes, mais je n'oublie pas d'où je viens. Moi, je sais où j'ai commencé. Tout a commencé il y a 8 ans au pied de mon immeuble à Cergy. On était avec quelques amis, on a voulu régler les problèmes de notre quartier, puis on s'est retrouvé à régler le problème de notre ville. Et aujourd'hui,
Notre association est reconnue pour le travail qu'elle a fait dans sa ville et à l'extérieur aujourd'hui. Et ça, c'est important. Pour venir, on a voulu régler au début des problèmes sociaux, culturels, mais face aux problématiques qu'on rencontrait dans nos quartiers, je me suis dit à un moment donné, il fallait qu'on mette des actions qui visent au développement économique dans nos quartiers. Parce que j'étais persuadé que le développement économique par la création d'entreprises, c'est ça qui allait sortir nos quartiers des difficultés, des problématiques qu'elles rencontraient. Et j'ai rencontré Pierre Gattaz et je lui ai parlé de ce discours, de ces constats, de ces problématiques. Il m'a regardé et m'a dit, on y va, on fonce. Ce qu'on a mis en place avec le MEDEF, que je remercie, et je remercie Pierre Gattaz pour cette audace qu'il a eue et cette détermination de vouloir aller jusqu'au bout, si on a mis en place une formation à l'envie d'entreprendre pour 15 jeunes. Et ça, c'est important pour moi, parce que ce qu'on a voulu faire, à un moment donné, c'est de dire que dans nos quartiers, que la réussite de nos quartiers passera par une réussite économique aussi. Parce qu'à un moment donné, on est là, on règle des problèmes sociaux, on règle des problématiques sociales, on règle des problèmes culturels, mais ce qui manque aux jeunes, ce qui manque à notre jeunesse, c'est pouvoir s'émanciper à un moment donné. Voilà. Et nous, on était convaincus, lui et moi, qu'il fallait donner les clés. Parce que la jeunesse, pour qu'elle change le monde, il faut leur donner les moyens. Alors très concrètement, Moussa, comment est-ce que ça se passe? Quels sont les jeunes que vous soutenez aujourd'hui et quel type de projet ils ont réussi à mettre avec votre aide sur pied? Aujourd'hui, on a lancé une formation. Cette formation, on a décidé de l'appeler la formation des déterminés. Pourquoi la détermination? Parce que la détermination, c'est ce qui nous caractérise le plus. Il y a eu un programme de 5 semaines avec des chefs d'entreprise, des experts dans tous les domaines d'activité d'accompagnement à la création d'entreprises qu'ils ont formé pendant 5 semaines ces jeunes-là. Ces jeunes, ils ont pitché leur projet devant des chefs d'entreprise, devant un jury. Et aujourd'hui, dans les 15 projets, on a 5 projets on a 5 jeunes qui ont déjà créé leur projet. On a 2 qui sont retournés à l'emploi. La formation a été pour eux un synonyme de retour à l'emploi. Et les 8 autres, ils sont encore en cours de création d'entreprise. Et avec M. Jonker, qui est ici et que j'aimerais saluer, qui accompagne et qui soutient vraiment cette initiative des jeunes. Et c'est important aujourd'hui de mettre en avant les personnes qui nous accompagnent dans ces projets, comme ici avec John, avec qui on a travaillé pendant de nombreuses années sur le développement du leadership de la jeunesse. Il est venu à Cergy, il a vu les difficultés que les jeunes ont rencontrées. Avec John, on a pu créer des échanges internationaux, faire venir des jeunes Américains à Cergy, ramener des jeunes Cergissois aux États-Unis, à la Maison-Blanche, à l'ambassade. Et ça, c'est important de mettre en avant toutes ces personnes qui se battent tous les jours pour notre jeunesse. Parce que c'est bien de parler, d'être dans les discours, tout ça et tout. Moi, je ne suis pas quelqu'un institutionnel, je ne suis pas quelqu'un dans les discours. À un moment donné, moi, ce qui m'intéresse, c'est le concret. C'est comment on fait pour faire en sorte qu'on avance, comment on règle les problèmes, comment on trouve des solutions. Et à un moment donné, voilà, on parle de vivre ensemble. Mais moi, j'ai envie de parler de faire ensemble. Parce que Nelson Mandela disait, faire pour nous, sans nous, c'est faire contre nous. Aujourd'hui, faire pour la jeunesse. Sans la jeunesse, c'est faire contre la jeunesse. Et ça, c'est important de le savoir. Voilà. Sur les 5 projets, peut-être, pour être encore plus concret, Moussa. Sur les 5 projets qui ont vu le jour, est-ce que vous pouvez nous dire un peu dans quel secteur ça se passe et quel type d'entreprises ont été créées, avec qui, très concrètement? Concrètement, il y a eu une jeune qui s'appelle Sarah, qui doit être parmi là avec nous dans la salle, qui a créé une chaîne qui a voulu créer un food truck. Elle a voulu développer une chaîne de food truck et finalement, à l'issue de la formation, elle a pu tester son produit et elle a vu que ça ne fonctionnait pas.
Donc elle a changé de projet en cours et aujourd'hui, elle a pas mal de clients. Elle a démarré, elle a pas mal de clients et elle fait tout ce qui est traiteur dans des événements événementiels. On a une jeune créatrice qui est ici parmi nous, Aminata, qui a créé aujourd'hui, grâce à l'aide de Clésia et son directeur, M. Schmidt de la Brely, tous les châles que vous avez aujourd'hui autour de vous, c'est Aminata qui les a fait, qui les a conceptionnés et elle mérite d'être applaudie là-dessus. Et ça, c'est du concret, ça. Voilà. Il y a Ahmedou, qui n'est pas là aujourd'hui, qui a créé une entreprise de télécom pour développer la fibre optique et une application qui est liée en fait pour les clients, pour faire du service après-vente. Il y a Abdoulaye qui est ici, qui a créé une entreprise d'éducation, d'accompagnement à la formation des jeunes collégiens qui s'appelle La Roue Bleue. Je vous invite à aller le voir après parce que c'est un très beau projet et c'est l'avenir, ça. Et voilà. Et les autres, il y a Adrien qui est aussi dans cette salle, qui a créé aussi une entreprise, une association avec Sarah pour le transport des familles, pour le transport des familles des personnes incarcérées en Île-de-France. Parce que voilà, ils ont fait un constat qu'à un moment donné, quand un détenu n'était pas accompagné pendant sa détention, il avait beaucoup plus de chances de récidiver ou de tomber dans la radicalisation. Donc eux, ils ont trouvé une super idée qui est la connexion avec le détenu et sa famille en facilitant le transport de ces familles via ces maisons d'arrêt. Voilà, ça c'est du concret. Ça c'est des choses qui sont... Merci beaucoup Moussa Camara, merci beaucoup. C'est très concret et ça donne la pêche. Bon, now it's time to practice my English. That's the only way for improving. Tion Nyang, je reviens vers vous. Vous aviez tout à l'heure la parole. Alors vous êtes très jeune, mais vous sortez un livre à Washington Publishing qui s'appelle « Mémoire d'un éternel optimiste ». Ma fille me faisait remarquer tout à l'heure que « Mémoire d'un éternel optimiste », ça fait penser à une phrase que moi j'aime bien de Francis Bacon, un peintre, qui dit « Je suis un optimiste désespéré ». Ça me faisait beaucoup penser à cette phrase de Francis Bacon. Vous vous connaissez depuis un certain temps. Comment est-ce que vous êtes rencontrés d'ailleurs? Parce qu'on sent que vous êtes très proches et que l'un sans l'autre, ça ne marcherait pas comme ça. Comment est-ce que vous êtes rencontrés, Tion, avec I met Moussa? Moussa, it's been now 5 years ago. I came to France to speak in a university in Cergy. And there I met the mayor of Cergy. And I've asked the mayor, I wanted to meet the young people who are in the, what you call here, the quartiers. And the mayor called a meeting. In the meeting, I saw a lot of 50-something young people. And when I saw Moussa, I asked the mayor, who is the guy, that guy in the middle? And he told me, if you get him, you can get the whole young people in Cergy. And that's what I do, because in every country that we operate, with the Give One Project, which is my organization. What were your inner feelings when you shake his hand for the first time? The reason why I did, because with him, I completely, immediately connected with him. Because he's, as you said, when you see him, you say, the first feeling you have is sincerity. He's a very honest person, but he's very passionate about what he does. And the first 2 seconds that we had a conversation, I said, this is a guy that I know I'm going to work with. I asked him that, you know, I have a program that I'm taking young French in Washington, D.C. for leadership training. If you wanted to participate, I want to invite you to get involved in it. Moussa, as Frank is, he tells me I'm not, you know, I can't come, I don't want to participate in anything with America because I don't speak English, which I insisted. That's not a big deal. Exactly. And then, you know, I was very persistent with him, and then he ended up coming with me to America. For a few months, he did a training there. And I'm very happy and pleased to see the change he's able to do in his community. And this tells you again, if you give an opportunity to young people and go above the stereotypes, go against the odds,
and the so-called expected to who they got to be, they can make miracles happen. And he's making miracles happen over here in his country because he's giving opportunities to young people now who not only helping themselves to get companies, but they're creating jobs and opportunities. They're taking care of their families. They are uplifting people around them. And they're inspiring me even to do more to what we need to do to make sure our communities are stronger. So I'm so proud of Moussa and the work that he's doing here in France to give opportunities to young people. Thanks a lot for this answer. We are very impressed by your relationship. It's very tough, very hard. Je voudrais revenir, Tion, à ce livre, Mémoire d'un éternel optimiste, qu'on trouve d'ailleurs ici à la librairie sur le campus HEC à l'occasion de ces universités d'été du MEDEF. Vous en parlez un peu, mais j'aimerais avoir ce regard. Vous avez un regard international. On parlait de votre relation avec Barack Obama lors de son élection aux États-Unis. Est-ce que pour vous, il est plus facile de réussir en France lorsqu'on vient d'un quartier difficile, Moussa Camara en parlait tout à l'heure, ou est-ce que c'est plus difficile de réussir aux États-Unis lorsqu'on vient d'un quartier difficile et qu'on appartient à une ethnie qui peut être stigmatisée ou montrée du doigt? Parce que nous, en France, on a toujours l'impression, c'est le French bashing, que c'est plus difficile en France que ça l'est aux États-Unis, par exemple. You know, this is the reason why when I first met with the government of France a few years ago about the problems in the quartiers here in France, I thought it was very important for young people like Moussa to come to America to see the realities that happen. You know, when Moussa and I walked inside the White House, which I wanted him to see, after the White House we went to the State Department, he's seen all the top institutions in America. Then I took him for a ride. 15 minutes from the White House, there's a quartier over there we call the ghetto. 15 minutes drive. It's not very far away, so. Yes. That's called Anacostia. When we went to Anacostia, Moussa and I, he looked around, we met some families and young people like him who are going through difficulties. He's met some young people who, because of the small mistakes that they made at the age of 18 years old, will never have the chance to work again in the system. He's met some young people who, at 14 years old, are serving. Their families are telling us they're serving 20, 30 years. He's met some young people who are American-born Americans who can find food to eat because the system has turned the way back on them. He's met some young Americans who, unfortunately, because our broken medical system, healthcare, when they are sick, they cannot go to the hospital. And Moussa cried that day. And he told me at dinner, he couldn't talk, that I'm touched because this given me a love for my country in France. Because in quartiers back home, they made a belief is France is not a good country. But when I'm sick in France, I can go to the hospital. Vous rejoignez exactement les discours de Moad Altrad tout à l'heure, qui disait que dans ce pays, en dépit du French bashing qu'on aime bien mettre en avant, en fait, il vaut mieux être pauvre et en difficulté en France que de l'être aux États-Unis, même à 20 minutes de la Maison-Blanche. 15 minutes walk from the White House. And I tell you this story to tell you that it doesn't mean America is a bad country completely, but I'm saying that all countries, we all have our own challenges. America also has helped people like myself who came from nothing to becoming things that we did not imagine even doing. You know, I came from a very poor family of 28 brothers and sisters in Senegal. With just a heart full of dreams, I landed in America with no English, no family background, and no money but $20. That's what the book talks about. And 8 years later, you forward it, I became a part of the leadership of the Democratic Party, the Young Democrats of America, worked for the President of the United States, today traveling the world to support and engage, but also put resources and network to young people like Moussa in 30 countries that my country is. America given me that opportunity, but I tell young French also, there is young people who are like me who came from nothing in France. Xavier Niel is an example to
many young people across the world who distracted the mobile system, the telephone system in France that made this country one of the cheapest provider of telephone across the world. He is an example to us, and he did it here in France without a formal education, with all the difficulties, with a young age. So what I'm saying is that whether you are in the United States or you are in France, if you really want to make a difference, if you want to put the hard work behind your dreams, there is possibilities to make things happen. The walls that are put in France to make it difficult for minorities to come in, That's very interesting. it is very tough. But it took people to put those walls. And I tell them all the time, it will take young people also to put those walls down. In America, a young preacher at the age of 25 named Dr. Martin Luther King, he saw what was wrong in our American broken system, where black people 50, 60 years ago couldn't even vote. But he didn't sit aside and say, I'm going to wait for somebody or another generation to come to do it. He engaged his community and later on his country to allow today the system to be so broken that we had the first African-American president in the United States. If he sat aside, it wouldn't happen. In France also, for the system to completely change, it will take young people like Musa from all spectrums, from all races, all walks of life, all economic backgrounds, to get into the system and get involved. Because you cannot change things from the outside. And I understood that in America. I know that I didn't want to look at my son here, Elijah Bass, to grow up in a country where we go create wars in Iraq, in other countries, that we had no business doing. I wanted to change course. Voilà. This is why I made sure I supported President Obama to get him elected so we can create another America for them. Merci beaucoup pour ce témoignage, Tion Yang. Donc si vous voulez retrouver l'intégralité de ce parcours, celui qui est devenu quelques années plus tard le président des jeunes démocrates, collège Caucus aux États-Unis et co-président de la campagne du président Barack Obama, c'est donc dans ce livre Mémoire d'un éternel optimiste, Washington Publishing. Since your first meeting, your first appointment with Musa, did you learn English? Musa Is he capable to speak English now? He's learning. He's improving. J'aimerais qu'on termine, avant qu'on écoute Mohamed Iber, par un tout petit rapide tour de table. Mohamed, le thème de cette table ronde, c'était quand les jeunes changent le monde. Si je prononce cette phrase un peu forte, d'ailleurs j'ai l'impression que depuis que les générations se succèdent sur Terre, les jeunes ont toujours quand même changé le monde. Est-ce que... oui, parce que les anciens sont souvent des anciens jeunes. Que signifie pour vous cette phrase, quand les jeunes changent le monde? Si vous deviez la commenter, l'analyser, vous l'approprier ou la prolonger, vous diriez quoi? Non, c'est une réalité. Quand on voit ce qui s'est passé dans les pays arabes, par exemple, c'est parti des réseaux sociaux. Toutes les révolutions du printemps arabe, tout est parti des réseaux sociaux, Facebook, Twitter, tout ce qui a été créé par des jeunes et tout a débuté par tous ces jeunes qui se sont dit faut tout changer. Et puis ça s'est propagé partout, il y a eu toutes ces révolutions et oui, c'est une réalité. Donc c'est une signification géopolitique. Oui. Mariam, sur la même question, quand les jeunes changent le monde, ils écouteront toujours Énergie? Ils écouteront toujours Énergie, mais au risque de me répéter, c'est vrai que, et je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit, c'est que les jeunes ont déjà commencé à changer le monde. Ils ont commencé à changer le monde par des hommes et des femmes extraordinaires qui ont littéralement révolutionné l'économie numérique, qui ont contribué à la digitalisation et donc à permettre à la jeunesse, à toutes les jeunesses d'être connectées. Donc ce mouvement est en marche. En même temps, est-ce que la diffusion sur les réseaux sociaux de musique, de sélection personnelle, ne vient pas un peu contrecarrer le business bien établi de la radio musicale? Vous voyez, là, je redeviens journaliste économique. Non, absolument pas, parce que Internet s'est révélé être le meilleur ami de la radio. Parce qu'avant, les moments d'écoute de la radio étaient limités. On l'écoutait le matin en se rasant, pour ceux qui se rasent. On l'écoutait
dans la voiture en allant au travail ou en revenant du travail. Et maintenant, avec un taux d'équipement de 50% de smartphones et qui est encore bien plus élevé chez les jeunes, la radio, elle est dans votre poche. Vous pouvez l'écouter dans le métro, en mobilité, et donc elle crée des moments d'écoute supplémentaires qui n'existaient pas. Donc Internet est le meilleur ami de la radio. Merci Mariam. Même question pour vous, Zaneb Lasrek. Quand les jeunes changent le monde, ça signifie quoi très concrètement pour vous? Écoutez, oui, j'adhère totalement à cette affirmation, d'autant plus qu'on est 57% au Maroc à avoir moins de 35 ans. Donc nous sommes très nombreux. Effectivement, nous pouvons changer le monde pour la simple raison que nous avons des ressources à nos dispositions, nous avons nos idées, nous avons notre jeunesse qui peut nous aider à relever des défis, des challenges. Je pense que c'est une formidable chance d'être jeune aujourd'hui en 2015, de pouvoir prendre le train en marche, comme disait Mariam Saleh, de pouvoir faire quelque chose de cette jeunesse-là. Donc oui, tout à fait, les jeunes font bouger le monde. Moussa. Ah ouais, même regard. Quand les jeunes changent le monde, c'est quoi? C'est une phrase un peu facile qui ne veut pas dire grand-chose, ou pour vous, elle est fondamentale? Elle est fondamentale, mais pour moi, changer le monde, c'est quand je vois mon ami Chon qui se bat à travers le monde pour promouvoir le leadership. Et aujourd'hui, il est sur un gros défi qui est l'électrification de l'Afrique. Quand je vois Zaineb au Maroc, elle se bat pour l'entrepreneuriat au féminin, ça m'inspire. Quand je vois Mariam Saleh, qui est directrice générale d'un grand groupe, d'une chaîne française qui est Énergie, et quand je vois Mohamed, à peine 20 ans, qui a joué déjà dans les plus grands endroits, les plus prestigieux du monde, ça m'inspire. Et je me dis, c'est ça, changer le monde. Changer le monde, c'est pas prendre le globe, le secouer dans tous les sens et dire j'ai changé le monde. Ça, personne ne peut le faire. Mais c'est de mettre ces valeurs au service des gens. Parce que moi, je suis convaincu que changer le monde, ça passera avec la participation de chacun. C'est comme ça qu'on pourra changer le monde. Voilà. Et voilà, aujourd'hui, on est là, on essaye de contribuer, mais c'est plein de petites actions et cette jeunesse qui se bouge à travers le monde, qui ne sont pas là, qui n'attendent pas, qui font en sorte que c'est ça qui changera le monde pour moi. Voilà. Merci beaucoup. Merci Moussa. Même question, Thion, pardonnez-moi, avant qu'on écoute un très joli morceau que va nous interpréter Mohamed pour finir cette table ronde. Même question, changer le monde, changer la jeunesse américaine et la jeunesse française, c'est la même chose? Changing the world to me rhymes with service. We have a lot of entrepreneurs here, and we've gotten a lot of entrepreneurs around the world who made millions and billions of dollars. But there are few of them we remember today, because there are those who do great and make money at the same time, or make money and do great at the same time. And those, to me, are the cream that we need to change the world. Those who can look at a young person and see the quality in them, like I did with Musa or Akim, and give them the small chance they need so they can reach their full potential. And changing the world rhymes with that. It is service to me. So I do it with my organization across the world today, in 30 countries, creating incubation centers for them, giving them opportunities in Gambia, for example, to do agricultural work, for here to meet with the top leaders in this country in l'Élysée, and that service. So I'll close that to say one of my favorite quotes that says, everybody can be great because anybody can serve. You don't have to have a college degree to serve. You don't have to know the second or the order of the terminologies or the grammar in physics to serve. You only need a heart full of grace, a soul generated by love to serve. And everybody can do that. And Dr. Martin Luther King said that to us, and I live by it every single day. God bless you. Merci beaucoup, Thion. Nyang, j'aimerais qu'on remercie avec vous, sous vos applaudissements, Mariam Saleli, Zaneb Lasrek, Thion Nyang et puis Moussa Camara. Merci beaucoup à tous les 5.
Maintenant, on va écouter, s'il le veut bien, Mohamed. Le titre peut-être, la méditation. On vous écoute. Merci beaucoup, Mohamed. Voilà, merci beaucoup Mohamed Hibert. Merci à tous, bonne soirée, merci beaucoup.